Bonjour, je m'appelle David Jackson-Perry, je suis coordinateur des projets VIH au CHUV à Lausanne et vous écoutez le podcast Invisible qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états, autant social que médical. Bonne écoute. Mathias Cavassini, infectiologue, médecin-chef de la consultation ambulatoire des maladies infectieuses au CHUV. Re-salut. Re-salut David, plaisir d'être de nouveau avec toi aujourd'hui. Mais pour le moment, tu ne fréquentes pas des personnes vivant avec le VIH uniquement en tant que patient. Tu as parlé de ton ami qui est décédé dans les années 90. Oui. Tu as aussi des collègues qui vivent avec le VIH. Mon poste de coordinateur de projet VIH, par exemple, tu m'as cherché pour ce poste. Tu aurais pu choisir quelqu'un dans le monde médical ou des soins. On a une deuxième personne vivant avec le VIH qui vient de rejoindre l'équipe à temps partiel et peut-être bien un troisième dans pas trop longtemps. J'ai envie de dire pourquoi tu es venu me chercher en connaissance de cause alors que je ne suis pas du monde médical? C'est quoi l'intérêt d'employer des personnes dans un service VIH, d'employer des personnes qui vivent avec le VIH? Moi, évidemment, j'ai mon avis là-dessus. Mais... Alors écoute, je pense qu'il peut y avoir... il y a plein de bonnes raisons. Je ne vois pas de mauvaises raisons en tout cas. Mais je dirais que les bonnes raisons doivent aussi être liées aux individus. Mm-hmm. On se connaissait depuis à peine une heure ou une soirée où je me suis dit cette personne serait très bien. Ok, ça a été un peu un coup de foudre de me dire en fait elle serait très bien là. Avec ou sans le VIH? Avec ou sans le VIH, ouais. C'est vrai, je dois être honnête. Avec ou sans le VIH, tu aurais été tout à fait la personne adaptée au job qu'il y avait dans cette fameuse antenne de la consultation maladie infectieuse que l'on voulait communautaire, où on réfléchissait déjà depuis un moment de savoir on veut avoir pas un médecin, pas une infirmière, on veut quelqu'un d'autre. Alors sociologue, c'était même pas évoqué. On voulait pas une psychologue ou un psychologue, on voulait pas psychiatriser non plus la chose, mais on se disait pourquoi pas, si quelqu'un est bien et qu'il est psychologue, why not? Mais donc, évidemment, on avait en tout cas décidé qu'on ne voulait pas ni médecin ni infirmier pour pas mettre une couleur à au responsable de l'antenne. Puisque c'est un lieu non médicalisé. Qui est justement un lieu non médicalisé, et on voulait pas non plus que ça fasse des jalousies aussi au sein des équipes entre les médecins et les infirmières, de dire mais maintenant ils sont plus on voulait une certaine neutralité. Ouais. On voulait pas plus staffer un côté ou l'autre. Je sais pas si vous avez trouvé la neutralité, je dois dire. Alors la neutralité professionnelle, oui, on l'a trouvée. Après, on voulait évidemment quelqu'un d'engagé, ça c'est important. Et l'engagement, la passion était importante. Et ce que j'ai découvert en fait en t'engageant, qui a été une surprise assez vite, c'est qu'en fait nos discussions ont amélioré, je peux le dire, la prise en charge des personnes des personnes vivant avec le VIH, parce que tu m'apportais ton regard en tant que PV-VIH sur ce qui peut être sensible dans la relation, que ce soit dans les mots ou dans l'attitude ou dans les discussions. Je donne un exemple, typiquement dans les personnes ayant un passé d'usage de drogue intraveineuse, eh bien j'ai clairement modifié mon langage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans le monde médical, le terme toxicomane, c'est quelque chose qu'on a tellement utilisé, qui moi me choquait pas, et j'ai pas réalisé qu'en fait ça pouvait être blessant et stigmatisant, et donc là j'ai modifié mon vocabulaire, et puis surtout, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir les points positifs. C'est que si c'est une personne qualifiée qui vit avec le VIH, elle va amener une plus-value, un autre regard vraiment sur la problématique qu'ont les infirmières, les médecins, les psychiatres. Et surtout, il peut y avoir aussi dans le contact que toi, tu peux avoir avec des autres personnes avec le VIH, qui peut être un soutien qui est différent, complémentaire, mais différent, et un impact sur les autres personnes qui est aussi parfois plus fort parce que tu parles en connaissance de cause en tant qu'individu qui vit avec. Et moi, j'avais vécu ceci à Kinshasa, où je savais que
vu le peu de staff médical et infirmier là-bas, en fait, toutes les annonces de nouveaux diagnostics dans un des grands centres de dépistage à Kinshasa étaient faites par d'autres personnes vivant avec le VIH, et pas par un médecin ni par une infirmière. L'annonce du test réactif était faite par une personne vivant avec le VIH. Et c'était que des conseillers communautaires qui prenaient en charge au début pour informer le diagnostic. Et imagine le message, je te vois avec les yeux brillants comme d'habitude, parce que évidemment le message, quand moi je dis volontiers une personne nouvellement diagnostiquée, je dis écoutez, la vie va continuer, et puis surtout, c'est à mes yeux plus facile de vivre avec le VIH qu'avec un diabète. Et je préférerais avoir comme nouveau diagnostic un diagnostic VIH qu'un diagnostic de diabète. C'est vrai qu'on dit ça souvent, mais je ne sais pas combien de personnes vivant avec un diabète seraient d'accord d'échanger. Absolument, absolument. Mais moi, comme médecin, je préférerais qu'on me diagnostique le VIH parce que je connais les deux. Le côté rationnel, en fait. Le côté rationnel. Scientifique. Exactement. Par contre, sur le plan émotionnel, quand l'annonce est faite par une personne avec le VIH, qui va encourager la personne en disant voilà, moi je vis avec depuis maintenant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je prends mon traitement, la vie continue. Oui, j'ai beaucoup pleuré au début, comme toi maintenant, mais promis, dans quelques temps, on va pouvoir rigoler, on va passer des bons moments et tu verras, la vie continue. Et c'est possible de vivre avec ce diagnostic une vie normale. Scoop pour l'antenne, si tu me vois là avec les yeux qui brillent, c'est que j'avais prévu de t'en parler justement de ce sujet même pour l'année prochaine. On reparlera peut-être hors antenne. D'accord. Mathias, on a parlé du passé, on a parlé un petit peu du présent. Oui. Maintenant, parlons un petit peu de l'avenir. Donc, tu m'as fait le cadeau aujourd'hui d'être là pour faire ce podcast qui dure un petit peu au-delà des 20 minutes qu'on avait prévues. Moi, je vais te faire maintenant le cadeau. Je te donne un bâton magique. Je te donne un budget. Je te donne un cadre institutionnel très libre. Avec ce petit cadeau, qu'est-ce que dans le court moyen terme, tu aimerais développer, que ce soit au niveau clinique, recherche ou autre prestation, disons dans les 2-3 prochaines années? Quels sont les domaines où tu penses que tu pourrais mieux utiliser ce cadeau, ce bâton magique que je te donne? Ok, le bâton magique, au niveau clinique, je vais être ce que tu entendras souvent, mais qu'on entend partout autour du monde, et dans les pays riches comme les pays moins riches. J'aimerais en fait que les soignants puissent avoir plus de temps avec les personnes avec le VIH. Donc que le temps de consultation puisse être prolongé. Les médecins spécifiquement. Spécifiquement les médecins. Donc si je pouvais augmenter mes effectifs, oui, ça serait la première chose à court terme que je demanderais. Parce que je pense que actuellement, on tend la barre tellement sur un regard que financier qu'il va être délétère. Et on va s'en mordre les doigts lorsque on reverra de nouveau des virus résistants, parce qu'on aura des pertes de suivi, parce qu'on espace le temps de consultation. Actuellement, les gens qui vont bien, on leur dit on se voit dans 6 mois. Mais sincèrement, beaucoup d'entre eux seraient bien plus contents s'ils pouvaient être vus tous les 3 ou 4 mois. Pas parce que les CD4 virémie va pas bien, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à discuter dans la vie que les CD4 et la virémie pour les soutenir. Donc ça serait un des premiers bâtons magiques. L'autre chose, je pense, c'est de pouvoir, si je pouvais avoir des équipes, j'ai déjà bénéficié de ta présence et de l'antenne qui s'est élargie et qui enrichit avec les projets qu'il y a à l'antenne, notamment avec Entraide, et avec les cafés-rencontres, avec l'éducation thérapeutique, tout cela est très bien. Mais il y aurait d'autres corps de métier que j'aimerais bien voir travailler avec nous. Que ce soit les physiothérapeutes, que ce soit ceux qui donnent les cours de l'éducation physique, la musique, des activités qui en fait vont avoir un impact à la fois physique et mental chez des personnes qui sont tellement isolées en fait qui bénéficieraient d'un tout petit rien pour que ça bascule dans le bonheur et pas simplement dans la vie ou la survie, mais dans le plaisir de vivre. Et sur ça, je pense que la médecine, et d'ailleurs c'est pour ça que les centres, pour ceux qui ont les moyens, pourquoi ces centres marchent super bien quand on fait des centres dans des spas avec massage, avec super luxe, etc. Ben c'est parce qu'en fait on est dans le toucher, on est dans le bien-être, et ça manque dans nos cliniques. Tu fais un peu état en fait là des limites du possible médical en fait. Oui, actuellement on peut pas réduire quelqu'un. Actuellement, on n'est que dans la thérapie, dans le biomarqueur, dans la thérapie de ce qui va pas. Donc, si le malade est déprimé, oui, on va l'adresser chez le psychiatre.
Mais moi, je serais plus dans la prévention en amont et de dire, ayons des équipes qui soient un peu plus polyvalentes et éviter qu'on arrive dans la thérapie et faisons un peu comme les Chinois de dire, on est un système de soins qui maintient les gens en bonne santé plutôt que de courir après une fois qu'ils ont fait leur infarctus ou une fois qu'ils ont fait leur fracture de l'os ou que sais-je. C'est un système de santé et non pas un système de soins. Exactement. Justement. Et puis là, on rejoint un peu ton premier point, je trouve. C'est-à-dire que quand un médecin a 20 minutes avec quelqu'un, est-ce qu'il peut même dire si oui ou non une personne est par exemple, pour cet exemple, en dépression? Absolument. Je dirais probablement que non. Et là, je me mets absolument sur le bûcher. Beaucoup des personnes qui viennent me voir, lorsqu'on se voit peu souvent, ils ont du plaisir à me voir. Donc, c'est vrai qu'ils vont pas me montrer leur état dépressif. Ouais. Ils veulent être un bon patient. Ils veulent être un bon patient. Ils vont se mettre sur leur meilleur, ils vont mettre leurs beaux habits, ils vont mettre sur leur 31, ils vont être souriants, ils vont me s'inquiéter de ma santé à moi. Et en fait, ils vont masquer leur tristesse et leur détresse. Et ça, là, je pense qu'on a à faire. Ça, c'est pour la clinique. Recherche, évidemment que beaucoup de projets de recherche que j'ai en tête, que je n'ai pas pu aboutir, sont liés aussi à des problèmes de moyens, mais aussi avoir peut-être une ouverture plus large sur des projets où, on en a déjà parlé, hein, mais moi, alors, la spiritualité des patients, c'est un des projets de recherche que je n'ai jamais développé, mais j'adorerais pouvoir faire mon carrière en Suisse, parce qu'on a une population tellement diverse, et on verrait en fait que, pourquoi je m'intéresse à la spiritualité et aux croyances, c'est que mes pires patients, si j'ose utiliser cette expression que je n'aime pas, c'est en fait aussi ceux que j'adore le plus, hein, c'est ceux qui me donnent du fil à retordre, un challenge, parce qu'en fait, ils me résistent, ils résistent au traitement, ils veulent pas. En fait, c'était souvent des femmes d'origine africaine, avec des fortes croyances, qui avaient arrêté le traitement, ou alors un prof d'université caucasien, homosexuel, qui lui était à fond dans la médecine ésotérique, le pendule, etc., et qui est malheureusement décédé des suites d'un lymphome, mais c'est ces personnes-là, lorsqu'on n'arrive pas à aller contre les croyances, on doit faire avec. On doit trouver un moyen de s'entendre et de collaborer et de trouver... En fait, c'est presque dans les milieux, et j'ai parfois eu des pasteurs d'église qui m'ont aidé dans la thérapie. C'est-à-dire que c'est eux qui ont convaincu la personne avec le VIH à prendre le traitement. Pas moi. Pendant 10 ans, la personne avait moins de 100 CD4. Elle a changé d'église et tout d'un coup, elle était voir les anciens. Elle me dit, je veux le traitement. Et donc, là, d'élargir de nouveau le spectre de collaboration et de recherche possible, là, ce serait des choses qui me fascineraient. Sans parler évidemment de ce que l'on fait déjà maintenant, hein, sur le vieillissement. Oui, c'est des projets qui sont là, mais dans les choses nouvelles, baguette magique, si je peux avoir encore plus de temps, eh ben, je mettrais sur l'activité physique, je mettrais sur la spiritualité, je mettrais aussi sur la fatigue, sur des symptômes que les personnes ont, où c'est la personne vivant avec le VIH qui dit « Faites-moi de la recherche sur tel sujet ». Ça, on le fait pas assez, de dire « Ok, ouvrons, quelles sont leurs demandes ?» Et c'est souvent l'inverse, hein, c'est les médecins, les chercheurs qui décident de qu'est-ce qu'il faut refaire. Et ça fait 30-40 ans qu'on bute sur le vaccin. Alors si tu me mets la baguette magique, oui, j'aimerais bien avoir un vaccin. Sincèrement, un vaccin préventif, je n'y crois toujours pas. Ça fait depuis que je suis étudiant en médecine qu'on me dit que c'est dans 10 ans que ça sera là. J'espère me tromper, et la bonne nouvelle, c'est que les médecins sont des très mauvais devins, donc peut-être que je me trompe et dans 10 ans, il y aura un vaccin. Je pense qu'il y a des collègues à toi qui vont aussi espérer que tu te trompes, oui. Effectivement. Donc là, pour la clinique, pour la recherche, en fait, ce que j'entends en tout, c'est cet élargissement du champ d'action, peut-être pour s'éloigner de cette idée purement médicale, cette idée biomarqueur uniquement, où on met toute notre foi, si je peux utiliser ce terme, dans le biomarqueur, peut-être en perdant vue de la personne. Oui, et puis on est beaucoup sur la qualité de vie. Avec le vieillissement, on veut la qualité de vie des gens. Lorsqu'en année 2000, les traitements étaient trop toxiques, mal tolérés, c'était pour leur qualité de vie qu'on a décidé de faire les interruptions de traitement. On se disait, ça leur fera une pause, ils seront bien. En fait, on a aggravé leur qualité de vie. Maintenant, on sait qu'ils doivent vivre avec ce traitement, mais la qualité de vie, eh bien, c'est beaucoup d'autres choses que simplement la médication. La médication en soi, elle est bien tolérée,
mais il y a beaucoup d'autres éléments qui vont améliorer leur qualité de vie. Et une chose, si j'avais la baguette magique sur laquelle j'ai pas ouvert le champ, parce que tu m'as parlé de cliniques de recherche, enfin de ces aspects-là, c'est au niveau sociétal. Et là, je trouve qu'à moyen terme, c'est pas illusoire de dire que nos lois doivent changer par rapport aux personnes vivant avec le VIH, pour les assurances maladie, pour les droits à la migration, pour les pays qui continuent à dire vous avez le VIH, vous n'avez pas le droit de vivre, d'émigrer dans notre pays. L'Australie est à mon avis encore sur la liste noire pour l'immigration à long terme. Les États-Unis l'ont fait seulement récemment. Le Canada aussi n'est pas si simple. Sans parler des procès qui sont faits pour possible infection d'autrui lorsqu'on vit avec le VIH, où les gens ont été en prison. J'ai vécu 2 personnes incarcérées pendant 2 ans. Y compris quand il n'y a pas eu de transmission. Exactement, possible transmission, mais en fait, même si ça n'a pas eu lieu, c'était comme si on les avait menacés avec un revolver chargé et qu'on n'a pas appuyé sur la gâchette. Donc c'était ça, ce type de sentences qui ont été mises en place en Suisse. Alors là, on a fait un petit peu de progrès, mais on en est encore loin de cela. Mais ça serait mon rêve qu'avant la retraite, on puisse voir une société qui soit un peu plus friendly ou plus acceptante, certainement pas un bon terme francophone pour les personnes avec le VIH, et qu'elles se sentent plus libres, plus légères. Que le VIH soit une maladie chronique comme une autre. Oui, et c'est exactement. Et pour l'instant, elle n'est pas du tout comme une autre, elle est lourde psychologiquement, et c'est cette pesanteur contre laquelle on aimerait lutter. Alors, heureusement que bon nombre de nos soignants ne sont pas non plus des soignants comme des autres. Mathias Cavessini, je te remercie beaucoup pour ton engagement déjà, et aussi pour ta présence aujourd'hui. Et je te dis à tout bientôt. Merci David. Salut. Merci David pour ton invitation. Merci. Merci d'avoir écouté Invisible, le podcast qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états. Je suis David Jackson Perry et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.